Dans la nuit parisienne, un cri perçant déchira le silence de l'hôtel particulier. Les 6 bébés d'Élodie Beaumont, la milliardaire la plus en vue de France, hurlaient à l'unisson, comme une tempête refusant de s'apaiser. Élodie, épuisée, errait dans le couloir, ses talons claquant sur le marbre, incapable de calmer ses enfants. Elle avait tout essayé, les meilleurs médecins, des berceuses électroniques, des jouets hors de prix. Rien n'y faisait. Les bébés, nés d'une grossesse multiple qui avait fait les gros titres, semblaient posséder une énergie indomptable, un chaos que même sa fortune ne pouvait apaiser. Élodie, 32 ans, était une femme d'affaires impitoyable, une Française aux cheveux blonds impeccablement coiffés et au regard acéré. Mais ce soir, dans sa robe de soie froissée, elle n'était qu'une mère au bord du gouffre. C'est alors que Min-ji entra dans sa vie. Min-ji Park, 25 ans, une Coréenne arrivée à Paris pour fuir un passé qu'elle gardait secret, avait répondu à l'annonce désespérée d'Élodie pour une nounou. Ses yeux sombres, pleins d'une douceur inattendue, cachaient une détermination forgée par des années de lutte. Elle n'avait ni diplôme prestigieux ni référence ronflante, mais quelque chose en elle, une présence, une chaleur, avait convaincu Élodie de lui donner une chance. Min-ji traversa le hall de l'hôtel particulier, son sac à dos usé contrastant avec les lustres en cristal. Les pleurs des bébés, comme une symphonie discordante, l'accueillirent. Sans un mot, elle s'agenouilla près du premier berceau, celui de la petite Camille. Sa voix, douce comme une brise d'été à Séoul, s'éleva dans une berceuse coréenne, Arirang, une mélodie ancienne, presque magique. Camille cessa de pleurer. Puis, un à un, les autres bébés, Théo, Léo, Amélie, Rose et Julien, se turent, captivés par la voix de Min-ji. Élodie, figée dans l'embrasure de la porte, sentit son cœur s'arrêter. Pour la première fois en des mois, le silence enveloppait la maison. Mais ce n'était pas seulement le calme qui la bouleversait. C'était Min-ji. Cette femme, avec ses gestes simples et son accent léger, semblait détenir un pouvoir qu'Élodie n'avait jamais vu. Elle murmura, presque pour elle-même, « Comment faites-vous ça ?» Min-ji sourit, sans cesser de chanter. En Corée, on dit que les chansons viennent du cœur. Les bébés le savent mieux que nous. Élodie sentit une chaleur inattendue monter en elle, un mélange de gratitude et d'autre chose, quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Les jours suivants, Min-ji s'installa dans la routine de la maison. Chaque soir, elle chantait, et les bébés dormaient. Mais Élodie, elle, ne dormait plus. Elle passait ses nuits à observer Min-ji, fascinée par sa patience, son rire discret, la façon dont elle transformait le chaos en harmonie. Pourtant, elle remarqua vite que Min-ji évitait les questions sur son passé. Pourquoi avait-elle quitté la Corée? Pourquoi semblait-elle si seule, même au milieu des rires des bébés? Un soir, alors que la pluie tambourinait sur les vitres, Élodie trouva Min-ji dans la bibliothèque, un vieux carnet à la main. Les pages étaient remplies de poèmes en hangoul, l'écriture coréenne, et de dessins délicats. « C'est à vous » demanda Élodie, curieuse. Min-ji sursauta, refermant le carnet d'un geste brusque. « Ce n'est rien, juste des souvenirs. » Mais Élodie n'était pas femme à abandonner. Elle insista, doucement, et Min-ji céda. « J'ai grandi à Séoul, dans une famille stricte. Il voulait que je sois quelqu'un que je ne pouvais pas être. » Sa voix trembla. « J'aimais une fille, là-bas. Mais en Corée, ce n'est pas accepté. Pas par tout le monde. » Élodie sentit son cœur se serrer. Elle connaissait ce regard, celui de quelqu'un qui a dû cacher une part de soi. Les semaines passèrent, et une complicité naquit entre les deux femmes. Élodie partageait des anecdotes sur son ascension fulgurante dans le monde des affaires, ses luttes pour être prise au sérieux en tant que femme. Min-ji, elle, parlait de la Corée, de ses marchés bruyants, de ses montagnes paisibles, et parfois de cette fille qu'elle avait laissée derrière elle. Chaque confidence les rapprochait, mais une tension grandissait aussi, une attirance qu'aucune des deux n'osait avouer. Un soir, alors que Min-ji berçait Rose, Élodie posa une main sur son épaule. « Vous savez, Min-ji, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. » Le silence qui suivit était lourd, chargé d'une promesse tacite. Min-ji baissa les yeux, murmura « Vous ne savez pas tout de moi, Élodie. » Mais avant qu'Élodie puisse répondre,
un coup de téléphone retentit. C'était l'avocat d'Élodie, avec une nouvelle qui allait tout changer. L'appel de l'avocat était comme un coup de tonnerre dans la quiétude de l'hôtel particulier. Élodie, le téléphone collé à l'oreille, pâlit. Commença une enquête. Sa voix, d'habitude si assurée, tremblait. Minji, qui berçait encore Rose, releva les yeux, alerté par le ton d'Élodie. L'avocat expliqua que des rumeurs circulaient dans la presse. Une source anonyme affirmait qu'Élodie avait eu recours à des méthodes illégales pour concevoir ses 6 bébés via une clinique privée à l'étranger. La réputation d'Élodie, bâtie sur des années de travail acharné, était en jeu. Elle raccrocha, les mains tremblantes. Ils veulent salir mon nom, Minji. Ils disent que mes enfants, que leur naissance n'était pas légale. Minji posa Rose dans son berceau et s'approcha. Qui ferait ça? Demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Élodie secoua la tête. Je ne sais pas. Des concurrents, peut-être. Ou quelqu'un de plus proche. Son regard se perdit dans le vide, hanté par la trahison. Les jours suivants, l'ambiance dans la maison changea. Des journalistes rôdaient autour de l'hôtel particulier, leurs flashs perçant les rideaux tirés. Élodie, habituée à contrôler chaque aspect de sa vie, se sentait démunie. Mais Minji devint son roc. Elle ne se contentait plus de calmer les bébés. Elle apportait à Élodie un thé brûlant le matin, écoutait ses angoisses la nuit et, parfois, posait une main réconfortante sur la sienne. Ces gestes, si simples, faisaient naître en Élodie un sentiment qu'elle n'avait jamais connu, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais osé s'autoriser. Un soir, alors que les bébés dormaient, Minji proposa une idée. En Corée, quand tout va mal, on va dans les montagnes. On prie, on médite. Ça aide à voir clair. Élodie sourit faiblement. On n'a pas de montagne à Paris, Minji. Mais Minji insista. Alors, faisons autre chose. Allons marcher. Juste vous et moi. Élodie hésita, puis accepta. Elles laissèrent la gouvernante surveiller les bébés et s'échappèrent dans les rues de Paris. Sous les lumières tamisées du Marais, elles marchèrent côte à côte, leurs épaules se frôlant parfois. Minji raconta des histoires de son enfance à Séoul, des nuits passées à chanter avec sa grand-mère sous les étoiles. Élodie, pour la première fois, parla de sa propre solitude. « J'ai tout construit seul, Minji. Cette fortune, cette vie, mais parfois, je me demande si ça valait le coup. » Minji s'arrêta, ses yeux plongés dans ceux d'Élodie. « Ça valait le coup si ça vous a amené à vos enfants. Et peut-être à moi. » Le cœur d'Élodie s'emballa. Elle voulait répondre, dire quelque chose, mais les mots restaient coincés. À cet instant, un flash les aveugla. Un paparazzi, tapi dans l'ombre, venait de les photographier. Le lendemain, les tabloïds explosèrent. La milliardaire Beaumont et sa mystérieuse nounou, une liaison secrète. Élodie, furieuse, déchira le journal. Mais Minji, elle, resta calme. Laissez-les parler. Ils ne savent rien de nous. Pourtant, la pression montait. L'enquête sur les bébés prenait de l'ampleur et Élodie reçut un nouvel appel de son avocat. La clinique en question, située en Asie, avait été perquisitionnée. Des documents mentionnaient son nom. Élodie s'effondra dans un fauteuil, les larmes aux yeux. « Je n'ai rien fait d'illégal, Minji. Je voulais juste être mère. » Minji s'agenouilla près d'elle. « Je vous crois. Mais vous devez vous battre. Pour eux. Pour vous. » Minji décida alors de fouiller dans son propre passé pour aider Élodie. Elle contacta une amie à Séoul, une journaliste d'investigation nommée Sojin. Si quelqu'un pouvait trouver des informations sur cette clinique, c'était elle. Mais en échange, Minji dut rouvrir une blessure. Sojin était la fille qu'elle avait aimée, celle qu'elle avait laissée derrière elle. Leur conversation, par appel vidéo, fut tendue. « Pourquoi m'appelles-tu maintenant, Minji ? Après tout ce temps ?» demanda Sojin, la voix pleine de douleur. Minji ravala ses larmes. « Parce que j'ai besoin de ton aide. Pas pour moi, pour quelqu'un d'autre. » Sojin accepta, à contre-cœur. Quelques jours plus tard, elle envoya des documents prouvant que la clinique avait falsifié des dossiers pour incriminer Élodie. Quelqu'un, dans l'ombre, tirait les ficelles. Élodie,
reconnaissante, serra Minji dans ses bras. « Vous risquez tout pour moi, murmura-t-elle. « Pourquoi ?» Minji détourna le regard, les joues rouges. « Parce que vous êtes importante. Plus que vous ne le pensez. » Mais alors que la vérité semblait se rapprocher, un nouveau choc frappa. Une lettre anonyme arriva à l'hôtel particulier, adressée à Élodie. À l'intérieur, une simple phrase. « Demandez à votre nounou pourquoi elle a vraiment fui la Corée. » Élodie fixa Minji, le cœur lourd. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Minji, pâle, murmura « Je dois vous dire quelque chose. » Minji fixait le sol, ses mains serrant nerveusement le bord de son pull. La lettre anonyme, posée sur la table entre elle et Élodie, semblait brûler l'air autour d'elle. « Minji, parlez-moi » insista Élodie, sa voix oscillant entre inquiétude et exigence. « Qu'est-ce que vous cachez ?» Minji prit une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à plonger dans une eau glacée. « En Corée, j'ai fait quelque chose qui a brisé ma famille. » Elle raconta, la voix tremblante, comment elle avait grandi dans une famille conservatrice de Séoul, où l'honneur et les apparences primaient surtout. À 20 ans, elle était tombée amoureuse de Sojin, une étudiante en journalisme pleine de feu. Leur relation, secrète, avait été découverte par son père, un homme inflexible. Il m'a donné un ultimatum, arrêter ou quitter la maison. J'ai choisi Sojin. Mais ensuite, sa voix se brisa. J'ai fait une erreur. Minji avoua qu'elle avait, dans un moment de désespoir, tenté de confronter son père publiquement, révélant leur conflit lors d'une réunion familiale élargie. Cela avait humilié sa famille, et son père l'avait renié. Pire encore, Sojin, blessé par la pression et les regards, avait rompu avec elle. Minji avait fui en France, cherchant un nouveau départ, mais son passé la rattrapait. Cette lettre, quelqu'un sait. Quelqu'un veut me faire payer. Élodie, bouleversée, posa une main sur celle de Minji. Vous n'êtes pas seul, maintenant. Mais au fond d'elle, une peur grandissait. Et si cette lettre était liée à l'enquête sur ses bébés? Était-ce une coïncidence ou un piège plus vaste? Elle décida de ne pas confronter Minji davantage. Pas encore. Elle avait besoin d'elle pour ses enfants, et, elle devait l'admettre, pour elle-même. Les jours suivants, la tension monta. Sojin envoya de nouvelles informations. La clinique impliquée dans le scandale d'Élodie était liée à un réseau international, et un nom revenait, celui d'un homme d'affaires français, Victor Langlois, un ancien associé d'Élodie. Victor, un homme de 50 ans au sourire glacial, avait été évincé par Élodie lors d'une fusion controversée. Était-il derrière tout cela? Élodie convoqua une réunion d'urgence avec son équipe juridique, mais les preuves manquaient. Pendant ce temps, Minji continuait de s'occuper des bébés, sa voix apaisante contrastant avec le chaos extérieur. Mais elle aussi était hantée. Qui avait envoyé cette lettre? Était-ce quelqu'un de son passé, un membre de sa famille, ou pire, Sojin elle-même? Elle commença à recevoir des messages cryptiques sur son téléphone. En coréen, « Tu ne peux pas fuir éternellement ». Chaque message la faisait sursauter, mais elle n'osait pas en parler à Élodie, de peur de la perdre. Un soir, alors qu'une tempête balayait Paris, Élodie trouva Minji assise seule dans la nurserie, un bébé endormi contre elle. « Vous avez l'air inquiète, » dit Élodie doucement. « Parlez-moi. » Minji hésita, puis montra son téléphone. Élodie lut les messages, son visage s'assombrissant. « Quelqu'un vous menace. Ça ne peut pas être une coïncidence. » Elle appela immédiatement son détective privé, un homme discret nommé Paul, et lui demanda de tracer l'origine des messages. Le lendemain, Paul revint avec une piste. Les messages venaient d'un numéro enregistré à Séoul, mais il était impossible de l'identifier précisément. Cependant, il avait découvert autre chose. Victor Langlois avait récemment voyagé en Corée. Élodie serra les poings. « Il sait quelque chose sur vous, Minji. Et il s'en sert contre moi. » Minji, terrifié, murmura « Je ne voulais pas vous entraîner là-dedans. » Mais Élodie ne recula pas. Elle organisa une confrontation avec Victor, l'invitant à dîner dans un restaurant chic des Champs-Élysées. Minji insista pour l'accompagner, malgré les risques. Le dîner fut tendu. Victor, avec son arrogance habituelle, joua l'innocent.
Des accusations sans preuve. Elodie? C'est bas, même pour vous. Mais quand Minji mentionna la clinique, ses yeux s'étrécirent. Vous devriez mieux choisir vos alliés, mademoiselle Park, dit-il avant de quitter la table. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel particulier, Elodie et Minji restèrent éveillés, assises près des berceaux. Je ne vous laisserai pas tomber, dit Elodie. Peu importe ce qu'il sait. Minji, les larmes aux yeux, murmura « Et si je vous fais du mal ?» Elodie prit son visage entre ses mains. « Vous ne me faites pas de mal. Vous me sauvez. » Leurs lèvres se rapprochèrent, mais un cri de bébé les interrompit. Le moment passa, mais quelque chose avait changé. Le cri de bébé avait brisé l'instant, mais il n'avait pas effacé la chaleur qui brûlait entre Elodie et Minji. Elles se séparèrent, gênées, mais leurs regards restaient liés, comme si un fil invisible les retenait. Elodie murmura « On devrait vérifier les enfants. » Minji hocha la tête, mais son cœur battait à tout rompre. Les jours suivants, la menace pesait plus lourd. Les messages anonymes à Minji continuaient, plus insistants « Rentre en Corée, ou tout le monde saura. » Elodie, déterminée à protéger Minji et ses bébés, intensifia ses efforts. Paul, le détective, découvrit que Victor Langlois avait des contacts en Corée, dont un intermédiaire qui avait travaillé à la clinique controversée. Elodie comprit que Victor orchestrait une vengeance, utilisant le passé de Minji pour la déstabiliser. Mais un autre problème surgit. Les bébés, jusque-là apaisés par les chansons de Minji, recommençaient à pleurer. Elodie remarqua que Minji semblait distraite, ses berceuses moins assurées. « Vous êtes inquiète, » dit Elodie un soir. « Laissez-moi vous aider. » Minji secoua la tête. « Ce n'est pas juste pour vous. Vous avez assez de problèmes. » Mais Elodie insista, « Nous sommes dans le même bateau, maintenant. » Minji finit par craquer. Elle avoua qu'elle avait reçu un appel de son frère, Juno, resté à Séoul. Il l'avait supplié de revenir, disant que leur père était malade. « Il veut que je m'excuse, que je renie qui je suis. Mais je ne peux pas, » Elodie, émue, la serra contre elle. « Vous n'avez pas à renier quoi que ce soit. Vous êtes parfaite comme vous êtes. » Ce moment de vulnérabilité les rapprocha encore. Une nuit, alors que la maison était silencieuse, Elodie invita Minji à partager un verre de vin dans le salon. Elles parlèrent jusqu'à l'aube, riant, pleurant, partageant des rêves qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Elodie confia son désir d'être plus qu'une femme d'affaires, de laisser un héritage d'amour pour ses enfants. Minji parla de son rêve d'écrire des chansons, de chanter pour le monde. Quand leurs mains se frôlèrent, elles ne reculèrent pas. Leurs lèvres se rencontrèrent, timidement d'abord, puis avec une passion contenue depuis trop longtemps. Mais le lendemain, la réalité les rattrapa. Paul appela avec une nouvelle alarmante. Victor avait engagé un détective coréen pour enquêter sur Minji. Il avait découvert des détails sur sa relation avec Sojin et menaçait de les rendre publics pour discréditer Elodie. « Il veut faire croire que je vous ai engagé pour des raisons personnelles, » dit Elodie, furieuse. « Il veut ruiner ma réputation et la vôtre. » Minji, terrifié, proposa de partir. « Si je m'en vais, il n'aura plus rien contre vous. » Elodie refusa catégoriquement. « Vous restez. On va se battre ensemble. » Elle contacta Sojin à nouveau, demandant son aide pour contrer Victor. Sojin, toujours blessé mais loyal, accepta. Elle promit d'envoyer des preuves liant Victor à des pratiques illégales dans d'autres affaires. Pendant ce temps, Minji trouva un moyen de calmer à nouveau les bébés. Elle écrivit une nouvelle berceuse, mêlant des paroles françaises et coréennes, un chant d'espoir et de résilience. Les bébés, comme hypnotisés, retrouvèrent le sommeil. Elodie, en l'écoutant, sentit des larmes couler. « C'est magnifique, Minji. Vous êtes magnifique. » Mais la victoire semblait encore loin. Une nouvelle lettre arriva, cette fois adressée à Minji directement. Elle contenait une photo d'elle et Sojin, prise des années plus tôt à Séoul. Au dos, un message « Rentre ou elle paiera aussi ». Minji, paniqué, comprit que Victor jouait sur plusieurs tableaux, menaçant non seulement Elodie, mais aussi Sojin. Elodie,
voyant la détresse de Minji, prit une décision. On va le confronter, ensemble. Pas seulement pour moi, mais pour vous, pour Sojin, pour nous tous. Elles élaborèrent un plan, inviter Victor à une fausse négociation, enregistrer ses aveux et le piéger. Mais le risque était immense. Si elles échouaient, tout s'effondrerait. Le plan était risqué, mais Elodie et Minji n'avaient plus le choix. Elles fixèrent un rendez-vous avec Victor dans un hôtel discret près de la Seine. Elodie, vêtue d'un tailleur noir impeccable, jouait la femme d'affaires confiante, mais son cœur battait à tout rompre. Minji, à ses côtés, portait un micro caché, ses mains tremblantes dissimulées dans ses poches. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» murmura Minji. Elodie serra sa main. « Ensemble, on est plus forte que lui. » Victor arriva, ponctuel, son sourire arrogant intact. Il s'assit, un verre de cognac à la main, et lança « Alors, Elodie, prête à négocier? Ou préférez-vous que vos petits secrets fassent la une ?» Elodie joua le jeu, feignant la faiblesse. « Dites-moi ce que vous voulez, Victor. » Il ricana, puis laissa échapper un aveu. « J'ai payé cette clinique pour falsifier vos dossiers. Et pour votre nounou, disons que son passé est un bonus. » Minji, contenant sa colère, intervint. « Vous avez menacé ma famille, ma vie. » Pourquoi? Victor haussa les épaules. « Les affaires, ma chère. Elodie m'a pris ce qui m'appartenait. Maintenant, c'est son tour de perdre. » L'enregistrement captura chaque mot. Elodie échangea un regard avec Minji, ils avaient ce qu'il fallait. Mais Victor, sentant un piège, devint méfiant. Il se leva brusquement, renversant son verre. « Vous pensez m'avoir, Elodie? Vous ne savez pas à qui vous vous frottez. » Avant qu'elle ne puisse réagir, il quitta l'hôtel, laissant derrière lui une menace implicite. Elodie envoya immédiatement l'enregistrement à son avocat, mais elle savait que Victor ne s'arrêterait pas là. De retour à l'hôtel particulier, Minji s'effondra. Et s'il s'en prend à Sojin? À vous? À vos enfants? Elodie la prit dans ses bras. On va le stopper. Je te le promets. Spontané surprit Minji, mais elle ne recula pas. Elles restèrent enlacées, les pleurs des bébés en fond, comme un rappel de ce qu'elles protégeaient. Sojin, depuis Séoul, envoya une dernière pièce du puzzle. Des emails prouvant que Victor avait payé un détective coréen pour traquer Minji. Ces preuves, combinées à l'enregistrement, suffirent à convaincre les autorités françaises d'ouvrir une enquête. Victor fut convoqué, mais il disparut avant l'audience, laissant derrière lui un réseau de complices. Pendant ce temps, la relation entre Elodie et Minji s'approfondissait. Elles partageaient des moments volés, un regard dans la nurserie, un rire partagé au petit matin. Mais Minji restait hanté par son passé. Une nuit, elle reçut un appel de Sojin. « Ton père veut te voir, Minji. Il est mourant. » Minji raccrocha, les larmes aux yeux. Elodie, qui avait entendu, murmura « Tu dois y aller. Pas pour lui, mais pour toi. » Minji prit un vol pour Séoul, le cœur lourd. À son arrivée, elle trouva son père alité, affaibli mais toujours sévère. « Tu m'as déshonoré, dit-il. Mais je ne veux pas mourir sans te voir. » Minji, au lieu de se soumettre, parla avec une force nouvelle. « Je suis qui je suis, Appa. Et je suis fier. » Pour la première fois, son père ne répondit pas. Il lui tendit une main tremblante, un geste de paix fragile. De retour à Paris, Minji retrouva Elodie, qui l'attendait à l'aéroport. « Comment c'était ?» demanda Elodie. Minji sourit, les yeux brillants. « J'ai fait la paix avec lui. Et avec moi-même. » Cette nuit-là, elles s'embrassèrent à nouveau, sans peur, sans retenue. Mais au matin, une nouvelle secousse les attendait. Victor avait refait surface, et il avait un dernier coup à jouer. Victor Langlois avait disparu, mais pas sans laisser une dernière bombe. Un article explosif parut dans un tabloïd, accusant Elodie non seulement de fraude, mais aussi d'exploiter Minji, présentée comme une nounou vulnérable manipulée par une milliardaire sans scrupules. La photo d'elle dans le marais, prise par le paparazzi, illustrait l'article. Elodie, furieuse,
déchira le journal. Il veut nous briser, Minji. Mais je ne le laisserai pas faire. Minji, elle, était étrangement calme. Laissez-les parler. Ce qu'ils disent n'est pas ce que nous sommes. Sa force, forgée par des années de rejet en Corée, surprit Élodie. Ensemble, elles décidèrent de contre-attaquer, non pas en niant, mais en assumant leur vérité. Élodie organisa une conférence de presse, un mouvement audacieux pour une femme habituée à contrôler son image. Minji insista pour être à ses côtés. Devant une foule de journalistes, Élodie prit la parole, sa voix ferme mais émue. « Oui, j'aime Minji. Et oui, je suis une mère qui a tout fait pour ses enfants. Je n'ai rien à cacher. » Minji, à ses côtés, ajouta en français hésitant mais sincère. « Je suis ici parce que je crois en l'amour. Et en la vérité. » La salle, d'abord silencieuse, éclata en questions. Mais pour la première fois, Élodie se sentit libre. L'enquête sur Victor s'accéléra. Les preuves fournies par Sojin et l'enregistrement du dîner suffirent à le faire arrêter à Genève, où il s'était réfugié. Il fut accusé de diffamation, de fraude et de chantage. Élodie et Minji, enfin libérés de son ombre, purent respirer. Mais la presse continuait de scruter leurs relations, et en Corée, les médias s'emparèrent de l'histoire de Minji, la nounou lesbienne qui avait défié sa famille. Minji reçut un appel de Sojin qui, pour la première fois, semblait apaisé. « Tu as été courageuse, Minji. Je suis fier de toi. » Elles parlèrent longtemps, cicatrisant les blessures du passé. Sojin confia qu'elle avait trouvé l'amour, elle aussi, et qu'elle espérait un jour rencontrer Élodie. « Elle doit être spéciale pour t'avoir rendue si forte. » À Paris, Élodie et Minji s'installèrent dans une nouvelle routine. Minji écrivait ses chansons, parfois en s'inspirant des bébés, parfois d'Élodie. Une nuit, elle chanta une nouvelle berceuse, L'Étoile de Paris, dédiée à Élodie et aux enfants. Élodie, en l'écoutant, sentit son cœur se gonfler. « Tu es ma maison, Minji », murmura-t-elle. Mais un dernier défi les attendait. La mère d'Élodie, une femme traditionnaliste vivant à Bordeaux, désapprouvait leur relation. Elle arriva à l'hôtel particulier sans prévenir, exigeant de voir ses petits-enfants. Face à Minji, elle lança « Vous n'êtes pas de notre monde ». Élodie, pour la première fois, tint tête à sa mère. « Minji est ma famille, maman. Si tu ne l'acceptes pas, tu ne verras plus les enfants. » Sa mère, choquée, partit sans un mot. Cette confrontation marqua un tournant. Élodie et Minji décidèrent de construire leur avenir ensemble, non pas en cachant qui elles étaient, mais en l'assumant pleinement. Elles commencèrent à planifier une vie où les bébés grandiraient entourés d'amour, de chansons et de deux femmes prêtes à défier le monde pour eux. Un an plus tard, l'hôtel particulier baignait dans une lumière dorée. Les bébés, désormais des bambins turbulents, couraient dans le jardin, leur rire résonnant comme une mélodie. Minji, assise sous un cerisier, jouait de la guitare, chantant une berceuse qui mêlait français et coréen. Élodie, un verre de limonade à la main, l'observait avec un sourire. Leur amour, jadis un secret fragile, était devenu une force indestructible. Victor Langlois purgeait une peine de prison, ses manigances dévoilées au grand jour. La réputation d'Élodie, bien que secouée, s'était renforcée. Elle avait transformé son histoire en un message d'espoir, lançant une fondation pour soutenir les familles non conventionnelles. Minji, elle, avait publié un recueil de chansons dédié aux bébés et à Élodie. Une d'entre elles, L'Étoile de Paris, devint un succès inattendu, repris dans des manifestations pour les droits LGBT à travers le monde. La mère d'Élodie finit par revenir, timidement. Lors d'une visite, elle observa Minji jouer avec les enfants et murmura « Je me suis trompée ». Ce n'était pas une approbation totale, mais un pas. Minji, fidèle à elle-même, répondit avec un sourire « L'amour prend du temps, parfois ». Un soir, sous un ciel étoilé, Élodie s'agenouilla devant Minji, une bague à la main. « Tu as donné un sens à ma vie, à notre famille. Veux-tu être ma femme ?» Minji, les larmes aux yeux, hocha la tête. Les bébés, comme s'ils comprenaient, éclatèrent de rire autour d'elle.
Leur mariage, célébré dans une petite église parisienne, fut un symbole de résilience. Sojin vint de Séoul, apportant avec elle un cadeau, un carnet rempli de poèmes que Minji avait écrits des années plus tôt. « Garde-les, dit-elle. Ils racontent qui tu es. » Les deux femmes s'enlacèrent, leur passé enfin apaisé. Les 6 bébés grandirent, bercés par les chansons de Minji et l'amour d'Élodie. Ils apprirent à parler français et coréen, à rire sans peur, à aimer sans honte. Et chaque nuit, quand le monde s'endormait, Minji chantait, et la maison retrouvait son calme. Leur histoire, née dans le chaos, s'achevait dans une harmonie parfaite, prouvant que l'amour, même face aux tempêtes, finit toujours par trouver sa voie.